Bien, merci d'avoir invité un historien pour parler de ces zones humides. Monsieur Biteau a rappelé tout à l'heure l'importance que ces zones ont eue dans le siècle passé pour les hommes, pour les femmes. C'était des lieux très importants pour se nourrir, pour se protéger, pour se chauffer également. Donc, c'est important d'essayer d'en connaître un petit peu le passé. Alors, le thème de notre colloque, réparer la nature, réparer, on aurait simplement pu utiliser d'autres mots aussi, d'autres synonymes que le mot réparer. Requalification, revalorisation, réhabilitation, renaturalisation, autant de mots en re. Tous ces mots convoquent des termes bien familiers, mais aussi bien dangereux car plein d'ambiguïté. Et ces mots pleins d'ambiguïté, eh bien c'est la mémoire, c'est l'héritage, c'est le patrimoine. Et cette ambiguïté provient que l'un des principaux paradoxes de la patrimonisation est d'être orienté vers des stratégies conservatrices. Il s'agit de préserver pour transmettre, sous-entendu, pour transmettre en l'état. Et dans une telle démarche, on peut penser que l'historien va pouvoir éclairer le passé, décrire les milieux tels qu'ils étaient avant leur dégradation, et partant de là, il suffira de réparer. Mais tout le problème est de savoir ce qu'il faut réparer, ce qu'il faut restaurer, et l'état qu'il faut transmettre. Il y a une chose dont on ne se rend jamais suffisamment compte, c'est que les paysages bougent constamment. On a trop tendance à croire que les espaces, les marais, mais aussi les forêts, sont des dons de la nature. C'est oublier que la plupart du temps, ils ont été forgés à un moment donné par la main de l'homme. Et donc, réparer la nature n'est pas si simple, car il s'agit de choisir le moment, le point de référence pour réaliser cette réparation. Donc j'articulerai mon propos autour de 3 thèmes. D'abord, on verra que ces espaces humides ont été créés à un moment donné par la main de l'homme. Ensuite, on verra les causes des dégradations. Et ensuite, les tentatives de restauration qui ont eu lieu dans le passé. Et d'abord, ces espaces humides créés par un moment donné par la main de l'homme. Et avant que l'homme décide qu'il en soit ainsi, eh bien, on verra que ces espaces étaient tout autres. Je donnerai 2 exemples. D'abord, les étangs. Les étangs, la plupart des étangs que nous connaissons datent du XIIe siècle. On crée des étangs pour produire du poisson. C'est l'époque, le XIIe siècle, c'est l'époque où les villes se créent. Dans ces villes, il y a de riches citadins. Et avec la règle édictée par l'Église, il y a 100 jours de maigre par an, 100 jours où on ne mange pas de viande. Alors, on mange du poisson, les pauvres mangent du poisson de mer, c'est du poisson séché ou salé, c'est le hareng ou la morue. Et puis les riches mangent du poisson frais. Alors c'est du poisson de mer si on se trouve près des côtes, mais au-delà de 300 km des côtes, eh bien compte tenu des moyens de conservation du poisson, le poisson de mer ne peut plus être consommé, et donc c'est là que le poisson d'étang trouve toute sa pertinence. Les étangs de Brenne, de Sologne, de Dombes trouvent là leur justification pour fournir du poisson frais. Et cette justification économique, elle apparaît au XIIe siècle. On va prendre un exemple. Par exemple, la Brenne. Eh bien, en Brenne, au XIIe siècle, les forges se développent. Et donc, pour faire tourner les forges, il faut beaucoup de fours, il faut beaucoup de bois. Donc, on esserte à tout va. Et en essertant, eh bien, la nappe phréatique va remonter. Et donc, on va canaliser cette eau en créant des étangs. Et donc, pour faire du commerce du poisson. Il faut dire qu'à l'époque, ces étangs, ils rapportent gros. En gros, si on prend le kilo à poids, si on compare la viande et le poisson, le kilo de carpe vaut au XVIIIe siècle 3 fois le prix de la viande. Imaginons donc un moment, cette France d'avant le XIe siècle, le XIIe siècle, une France sans étangs. Autre exemple, les étangs picards. Eh bien, on a oublié que le marais fournit longtemps à certaines personnes le moyen de se chauffer. On allait tourber dans les tourbières.
Le mot tourbière est un mot très récent. On va surtout, on allait dans les marais tourbeux, et donc on va à l'aide d'un grand louchet. Donc on voit ce grand louchet. C'est un outil de 4 à 8 mètres avec un petit manche dans lequel on va pouvoir couper la tourbe, et donc on va tourber surtout au 19e siècle, à un moment où là il y a une pénurie de bois au moment du début de l'industrialisation, à un moment également où le charbon des pays miniers n'existe pas, puisque c'est à partir du milieu du 19e siècle. Et donc pendant la première partie du 19e siècle, on va tourber d'une manière très importante, et ce tourbage va créer des trous, et ces trous, ce sont maintenant ces étangs de la vallée de la Somme. Mais ces étangs, ils n'ont pas plus d'un siècle et demi. C'est donc très récent. Donc, avec ces deux exemples, vous comprendrez donc qu'il convient de se poser la question du point de référence que l'on veut adopter pour restaurer des espaces humides. Les étangs, mais aussi les marais, donc là j'en viens au deuxième point de mon propos. À travers ces deux exemples, on voit se profiler les causes qui ont conduit à la modification de ces écosystèmes. Ces causes, elles sont essentiellement économiques, démographiques, mais aussi politiques. Les éléments économiques d'abord. Jusqu'au 19e siècle, la France a faim, et il faut du blé pour nourrir la population de plus en plus nombreuse. Et pour accroître les surfaces de production, on a deux solutions. Ou bien on essarte les forêts, ou on assèche les étangs. Et l'assèchement des étangs permet de s'enrichir rapidement. Quelqu'un qui fait de la spéculation sous l'Ancien Régime, il a deux moyens, essentiellement pour faire des fortunes rapides et à bon compte. Ou bien on investit dans le commerce des colonies, ou bien on s'engage dans l'assèchement des étangs. Et beaucoup d'assèchements d'étangs vont être réalisés dans un but spéculatif. L'élément démographique également, tout aussi important. Et pour faire simple, quand la population s'accroît, on rogne la forêt et on dessèche les marais. C'est vrai au XIIe siècle, c'est vrai aussi au XVIe, au XVIIIe et au XIXe siècle. Et puis il y a aussi des causes politiques. Je vous donnerai deux exemples. Le 14 Brumaire en 2, c'est le 4 décembre 1793, le comité de salut public décide la destruction de tous les étangs de la Nouvelle République. Alors pourquoi une telle décision ? Parce que tous les étangs appartiennent aux seigneurs et aux moines, et que dans le cadre de la politique antiseigneuriale et anticléricale du moment, la République veut éliminer un symbole de l'Ancien Régime et diminuer la consommation du poisson. Autre exemple, sur la côte atlantique, toute la côte atlantique, et tout particulièrement la baie de Brouage, est considérée comme une mine d'or du royaume à cause du sel. Le sel est une richesse très très importante. Je rappelle la production, tout ce que peut prendre l'État avec la gabelle. C'est un impôt qui est pris sur le commerce du sel, et donc c'est quelque chose de très très important. Et donc on exporte ce sel aussi dans tout le nord de l'Europe, parce que pour faire du sel, il faut de l'eau salée bien sûr, mais il faut aussi du soleil. Dans le nord, il y a de l'eau salée, mais il n'y a pas de soleil. Donc, on exporte ce sel dans tous les pays du nord de l'Europe. Et les guerres napoléoniennes vont mettre fin à cette prospérité avec le blocus que l'Angleterre va mettre sur toute la côte française. Et donc, les exportations vont s'arrêter très brusquement au tout début du 19e siècle. Donc, le sel ne peut plus se vendre, et donc c'est le déclin irrémédiable de tout ce commerce du sel de la côte atlantique. Les marais salants atlantiques vont péricliter et la Camargue va prendre le relais. Alors voilà, donc maintenant, troisième point de mon propos. Aujourd'hui, on veut restaurer, et on est droit de se demander s'il y a eu dans le passé des tentatives de restauration d'espaces humides. Oui, il y a eu des restaurations pour des raisons démographiques, mais également pour des raisons politiques. Je prendrai 3 exemples. Les étangs, tout d'abord.
Eh bien, les étangs qu'on avait abandonnés après la grande peste du XIVe siècle, une peste qui fauche 20% de la population en quelques décennies, eh bien, ces étangs sont abandonnés faute de bras et il n'y a plus suffisamment de marché pour écouler le poisson. Et donc, à partir du moment où le dynamisme démographique renaît, eh bien, ces étangs vont être remis en eau et exploités d'une autre manière. Autre exemple, je vous ai dit tout à l'heure que la Révolution française avait voulu supprimer tous les étangs. Eh bien, avec Napoléon, les seigneurs qui étaient partis à l'étranger reviennent en France, reprennent leurs domaines et remettent en eau leurs étangs. Avec la remise en eau des étangs, c'est un symbole qu'ils restaurent, c'est une puissance, un symbole social qu'ils veulent retrouver. Autre exemple, la Camargue et ses flamants roses, eh bien cette zone où l'on voit la nature originelle préservée de la main de l'homme, en fait, cette nature originelle, elle date que de 1927. Avant, eh bien, on se chamaille pour savoir quelle eau on doit introduire dans le delta, ou bien de l'eau douce tirée du Rhône pour faire de la vigne, c'est ce que veulent les viticulteurs, ou bien est-ce qu'il faut introduire dans le delta de l'eau salée de la Méditerranée pour faire du sel? Et c'est l'État qui va arbitrer ce conflit en créant une réserve, une zone tampon entre des espaces exploités par les agriculteurs et ceux gérés par les saliniers. Voilà des exemples de restauration, mais peut-être plus important que, je crois, que la restauration sur le long terme, ce qu'il faut souligner, c'est l'adaptation de ces espaces aux nouvelles donnes. On n'insistera jamais assez sur la dynamique des marais, sur leur réactivité aux changements sociaux. Et si le marais n'est plus rentable, eh bien, les hommes s'adaptent. J'ai dit tout à l'heure que le blocus napoléonien avait mis à mal les marais salants de la côte atlantique. Eh bien, progressivement, les marais salants atlantiques se transforment en parcs à huîtres. Les étangs de Sologne ou d'autres n'ont plus de valeur économique, de valeur dans la mesure où il n'y a plus suffisamment de marché pour le poisson. Eh bien, ces étangs vont progressivement avoir une valeur comme réserve de chasse. Et en conclusion, bien je dirais que l'idée d'un retour à l'état naturel n'a pas de sens dès que l'on se replace ces étangs, ces pays, dans leur longue histoire socio-environnementale. S'engager dans une démarche de conservation, c'est sans doute oublier la dynamique des milieux, leur réactivité aux changements sociaux, aux changements climatiques. Donc je serai très prudent sur ces notions de restauration et j'inviterai plutôt à ne pas trop jouer avec ces concepts d'héritage, ces concepts de patrimoine naturel. Ils peuvent en effet conduire à des impasses. J'inviterai plutôt à appréhender la manière dont les hommes ont utilisé et subi ces milieux, comment ils ont su s'adapter aux changements subis ou provoqués dans une nature toujours fragile, instable et changeante. J'inviterai donc plus à convoquer le présent et l'avenir que le passé, pour savoir comment les espaces humides peuvent répondre en termes sociaux et économiques aux besoins de notre temps. Je vous remercie pour votre attention.